L'enveloppe sur la table n'était pas une invitation de mariage. C'était un dernier avis d'une agence de recouvrement. Grace Kenny fixa les lettres rouges et estampillées jusqu'à ce qu'elles deviennent floues. Le bourdonnement des néons dans la salle d'attente exiguë du cabinet d'aide juridique était le seul son, un vrombissement grave et exaspérant qui semblait vibrer dans ses dents. Elle ajusta la lanière de son sac, dont le cuir était usé sur les bords, et essaya d'empêcher ses mains de trembler. Elle échoua. Mademoiselle Kenny. Grace se leva trop vite, son genou heurtant la chaise en plastique bon marché. Oui, c'est moi. L'avocate, une femme surmenée nommée Madame Alvarez qui semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine, lui fit signe d'entrer dans un bureau rempli de dossiers. Grace s'assit, serrant son classeur. Le classeur qui contenait les débris de sa vie. J'ai examiné les documents que vous avez envoyés, dit Madame Alvarez, sans la regarder tout en remuant des papiers. C'est une situation difficile, Grace. Il a dit que c'était un investissement, dit Grace, sa voix lui paraissant frêle et étrangère. Bobby a dit que nous avions besoin de capitaux liquides pour le lancement de la campagne. Il a dit que ses actifs étaient bloqués dans le trust familial, mais qu'une fois mariés, tout serait fusionné. Il a mis les prêts à mon nom parce que ma cote de crédit était parfaite. Corrigea doucement Madame Alvarez. Elle leva enfin les yeux. Grace, Robert Quinn n'a pas seulement contracté un prêt. Il a ouvert 3 lignes de crédit et un prêt commercial à haut risque en utilisant vos informations d'identification. La dette totale s'élève à un peu plus de 200 000 $. Grace sentit l'air se raréfier dans la pièce. Mais le mariage, les acomptes. Non remboursables, dit l'avocate. Et comme il ne s'est jamais présenté à l'hôtel et n'a jamais signé le certificat de mariage, il n'y a pas de protection des biens matrimoniaux. Légalement, ce sont vos dettes. Vous avez signé les papiers. Je lui faisais confiance, murmura Grace. Le souvenir la frappa comme un coup physique. Debout dans la suite nuptiale de l'hôtel, la robe semblant aussi lourde que du plomb, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. Le texto arrivant à 14 h, 1 heure après le début prévu de la cérémonie. Je ne peux pas faire ça. Je suis désolé. Ne me cherche pas. Je sais, dit Madame Alvarez, sa voix s'adoucissant. Mais la confiance n'est pas une défense juridique. Nous pouvons déposer le bilan, mais étant donné la nature de la fraude, il faudra des mois pour régler tout ça. En attendant, les créanciers peuvent saisir votre salaire. Je n'ai pas de salaire, dit Grace, la gorge serrée. J'ai perdu mon emploi à l'agence. Ils ont fait une vérification de routine de mes antécédents pour la nouvelle habilitation de sécurité sur le projet de compte bancaire. Quand les alertes de fraude sont apparues, ils m'ont licencié. Je suis toxique, Madame Alvarez. Personne n'embauchera une graphiste qui a l'air de détourner des fonds. Alors vous devez trouver un travail qui ne nécessite pas de vérification de crédit, dit l'avocate sans détour. Des emplois payés en espèces, le secteur des services, tout ce qui peut vous permettre de payer vos factures pendant que nous nous battons, car si vous perdez votre appartement, ce combat deviendra beaucoup plus difficile. Grace sortit du bureau sous la bruine grise d'un mardi après-midi. Elle avait 40 $ sur son compte courant. Son propriétaire avait glissé un avis d'expulsion sous sa porte ce matin-là. Elle passa les 3 heures suivantes dans un café, sirotant une seule tasse de thé tiède, épluchant les petites annonces d'un journal papier qu'elle avait trouvé dans le métro. Les sites d'emploi en ligne exigeaient des profils, des connexions LinkedIn, des empreintes numériques qui étaient actuellement radioactives. Elle avait besoin de quelque chose à l'ancienne, quelque chose de discret. Elle entoura une annonce dans les dernières pages, coincée entre les ventes de succession et les services de débarras. Recherche gardien logé, domaine privé, emplacement isolé, chambre et pension fournie, plus allocation. Aucune présence sur les réseaux sociaux autorisés. Accord de non-divulgation requis. S'adresser à la boîte postale 404. C'était le genre d'annonce qui signalait généralement une arnaque ou le début d'un film d'horreur. Mais Grace regarda l'avis d'expulsion plié dans son sac à main. Elle n'avait pas le luxe de la sécurité. Elle emprunta un stylo à la barista et nota le numéro. L'entretien eut lieu 2 jours plus tard, non pas dans un bureau, mais dans le hall d'un hôtel quelconque du centre-ville. La femme qui la rencontra, Madame French, était un bloc de granit dans un manteau de tweed. Elle ne sourit pas. Elle ne demanda pas de curriculum vitae. Elle regarda les mains de Grace, puis ses chaussures. Travail difficile, dit Madame French. Son accent était sec.
Efficace. Frotter les sols, épousseter les étagères hautes, polir l'argenterie. C'est une grande maison, et nous sommes en sous-effectif. Le travail ne me fait pas peur, dit Grace. Elle essaya de projeter de la force, mais elle savait qu'elle avait l'air fatiguée. Les cernes sous ses yeux étaient impossibles à cacher avec un anti-cerne bon marché. Vous avez une formation en design, nota Madame French, jetant un coup d'œil à l'unique feuille de papier que Grace avait apportée. Pourquoi voulez-vous nettoyer des toilettes? J'ai besoin d'argent, dit Grace. L'honnêteté flotta entre elles. Et j'ai besoin d'un endroit où vivre aujourd'hui. Madame French l'étudia pendant un long et inconfortable moment. Le maître est particulier. Il valorise l'intimité par-dessus tout. Vous ne verrez personne. Vous n'aurez aucun invité. Vous remettrez votre téléphone au début de votre service. Si vous violez son intimité, vous serez renvoyé immédiatement sans salaire. Je comprends. Grace dit, il n'aime pas être vu. Madame French ajouta, sa voix baissant d'un ton, si vous êtes dans une pièce et qu'il entre, vous partez. Si vous nettoyez une pièce et qu'il dort, vous ne le réveillez pas. Vous ne lui parlez pas à moins qu'il ne vous adresse la parole. Comprenez-vous? Je comprends, répéta Grace. Cela ressemblait à une prison. Cela semblait parfait. Le salaire est de $2000 par semaine, en espèces, dit Madame French en se levant. Faites votre valise. La voiture part dans 1 heure. Grace resta assise un moment après le départ de Madame French. 2000 par semaine. C'était assez pour continuer à payer les avocats spécialisés en faillite. C'était assez pour survivre. Elle se rendit à son appartement, qui était déjà à moitié emballé en prévision de l'expulsion. Elle prit une valise. Elle laissa la robe de mariée suspendue au fond du placard, enveloppée dans du plastique, un fantôme de la vie qu'elle pensait avoir. Assise à l'arrière de la berline noire, regardant la ville s'effacer dans les arbres du nord de l'État de New York, Grace sentit un calme étrange et froid. Bobby Quinn lui avait pris son argent, sa réputation et son cœur. Mais il ne l'avait pas tué. Elle allait survivre à cela, même si elle devait frotter des sols jusqu'à ce que ses doigts saignent. Elle ne savait pas alors qu'elle se dirigeait droit au cœur de la famille qui l'avait détruite. Elle ne savait pas que le maître du domaine était l'homme dont Bobby s'était moqué autour d'un verre de vin, le frère Fougue qui avait été enfermé. Tout ce qu'elle savait, c'est que la route était sinueuse, que les arbres se refermaient, et qu'elle n'avait nulle part où aller. Le domaine Quinn était une monstruosité de pierre et de fer, perché sur une falaise surplombant le fleuve Hudson. Il n'était pas beau comme l'avait été le Penthouse de Bobby, tout en verre, lumière et prétention. Cet endroit ressemblait à une forteresse construite pour tenir le monde à l'écart. Grace sortit de la voiture, le gravier crissant bruyamment sous ses bottes. Le silence du lieu était lourd, pesant sur ses oreilles. Il n'y avait pas d'oiseaux qui chantaient, pas de trafic lointain, juste le vent dans les pins et l'imposante façade grise du manoir. L'entrée du personnel est à l'arrière, dit Madame French, sortant une caisse de provisions du coffre. Elle n'offrit pas d'aider Grace avec sa valise. Grace la suivit, les muscles tendus. À l'intérieur, la maison était sombre. De lourds rideaux de velours étaient tirés sur chaque fenêtre, filtrant la lumière du jour en une pénombre lugubre. L'air sentait le produit à polir au citron et le vieux papier. Votre chambre est au 3e étage, elle est, instruisit Madame French alors qu'elle traversait une cuisine caverneuse qui semblait n'avoir pas vu de dîner mondain depuis 50 ans. La suite du maître est au 2e étage, aile ouest. Vous n'allez pas dans l'aile ouest sauf si on vous le demande. Qui est-il? Demanda Grace, incapable de se retenir. Le propriétaire? Madame French s'arrêta et se retourna, ses yeux se plissant. Son nom est Monsieur Alististe. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est un homme qui a beaucoup souffert, et il n'a aucune patience pour la curiosité. Vous êtes ici pour nettoyer, Mademoiselle Kenny, pas pour poser des questions. La première semaine fut un tourbillon d'épuisement. La maison était énorme, et Madame French n'avait pas exagéré. Elles étaient en sous-effectif. Il semblait qu'elles n'étaient que 2 à entretenir un manoir de 20 pièces. Grace frotta des sols en marbre jusqu'à ce que ses genoux soient couverts de bleu. Elle épousseta une bibliothèque qui contenait plus de livres qu'elle n'en avait lus dans sa vie, grimpant sur des échelles pour atteindre les plus hautes étagères, ses mains de graphiste se crispant à force de tordre des chiffons. Elle ne vit jamais Alististe. Elle vit des signes de lui, cependant, des plateaux de nourriture laissés devant les portes de l'aile ouest,
mangé et retourné vide, une ombre se déplaçant sur le palier supérieur tard dans la nuit, le son faible et rythmé de pas qui résonnait dans les conduits de ventilation lorsque la maison était silencieuse. C'était un travail solitaire, mais l'effort physique était un baume pour son esprit. Quand elle frottait les joints, elle ne pouvait pas penser au procès. Quand elle polissait le grand escalier, elle ne pouvait pas penser au sourire de Bobby alors qu'il lui mentait. Le 10e jour, la routine fut rompue. « J'ai besoin que vous montiez le service à thé », dit Madame French, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle avait l'air pâle, se tenant le ventre. « J'ai mangé quelque chose qui ne me convient pas. Je ne peux pas monter les escaliers. » Grace se figea. « Vous avez dit que je ne devais pas aller dans l'aile ouest. » « Laissez-le simplement sur la console devant sa porte », lança Madame French en grimaçant de douleur. « Frappez une fois, puis partez immédiatement. Ne vous attardez pas. » Grace prit le lourd plateau en argent. La porcelaine cliqueta légèrement alors que ses mains tremblaient. Elle monta le grand escalier, le tapis étouffant le son de ses pas. L'aile ouest était plus sombre que le reste de la maison. Le couloir était long, bordé de portraits recouverts de drap blanc. Elle atteignit les doubles portes de la suite principale. Elle hésita. Le silence ici semblait différent, chargé, électrique. Elle posa le plateau sur la console. Elle leva la main pour frapper. De l'intérieur de la pièce, elle entendit un fracas. Du verre se brisant. Puis un grognement de frustration, bas et guttural. Grace ne réfléchit pas. L'instinct prit le pas sur les règles. Elle supposa que quelqu'un était blessé. Elle tourna la poignée. Elle n'était pas verrouillée. Elle poussa la porte. « Bonjour », appela-t-elle en entrant dans la pénombre. La pièce était vaste, éclairée seulement par une fente de lumière provenant de la porte de la salle de bain. L'air était lourd d'une odeur de café rassis et de maladie. Au centre de la pièce, une table à dessin avait été renversée. Des papiers étaient éparpillés partout comme de la neige. Une silhouette se tenait près de la fenêtre, se découpant sur les lourds rideaux. « J'ai dit, sortez », rugit l'homme. Sa voix était rauque, inutilisée. Grace tressaillit, reculant. Ça enheurta le cadre de la porte, et le lourd plateau d'argent qu'elle tenait encore, réalisa-t-elle avec horreur, glissa de ses mains. Il heurta le parquet avec un fracas assourdissant. La théière se brisa, projetant de l'eau chaude sur ses chevilles. L'homme se retourna brusquement. Il entra dans la tranche de lumière de la salle de bain. Grace eut le souffle coupé. Le côté droit de son visage était une carte de ruine. Des cicatrices profondes et déchiquetées couraient de sa tempe à sa mâchoire, tirant la peau, déformant son œil et sa bouche. Ce n'était pas juste une cicatrice. C'était la preuve d'un traumatisme qui n'aurait pas dû être survivable. Mais ce ne furent pas les cicatrices qui glacèrent le sang de Grace. C'était le côté gauche de son visage. La pommette saillante, l'œil bleu glacial, la courbe distincte du sourcil. Elle connaissait ce visage. Elle avait contemplé une version plus lisse et plus douce de celui-ci pendant 2 ans. Elle avait embrassé un visage qui ressemblait exactement à celui-ci. « Bobby », murmura-t-elle, le nom s'échappant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. L'homme se figea. Son œil valide s'écarquilla, se fixant sur elle. Il n'était pas Bobby. Il était plus âgé, plus dur, et dégageait une intensité terrifiante. Il se jeta vers elle, se déplaçant d'une démarche saccadée et inégale. « Qu'avez-vous dit ?» Grace recula en se débattant, glissant sur le sol mouillé. « Je suis désolé. Je pensais que... » « Qui êtes-vous » exigea-t-il, la dominant. Il baissa les yeux, la voyant vraiment pour la première fois. Son expression passa de la colère à une reconnaissance froide et naissante. « Je vous connais. Vous êtes la fille des journaux. La fiancée. » Grace tremblait si fort qu'elle pouvait à peine se tenir debout. « Je suis la femme de chambre. Je travaille ici. »« Non » gronda Alististequin. Il pointa un doigt tremblant vers la porte. « Vous êtes une espionne. Mon frère vous a envoyé. »« Quoi ?»« Non » s'écria Grace. « Sortez » hurla-t-il, sa voix se brisant. Il attrapa un livre lourd sur la table voisine et le lança. Il s'écrasa contre le mur à quelques centimètres de sa tête. « Sortez de ma maison !» Grace se retourna et courut. Elle s'enfuit dans le couloir, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé.
Elle ne s'arrêta qu'en atteignant la cuisine, s'effondrant sur une chaise, haletante. Elle ne travaillait pas seulement pour un reclus. Elle travaillait pour Alistice Tequin. Le frère que Bobby lui avait dit être mort pour la famille. Le frère que Bobby l'avait prévenu être dangereux. Et elle était piégée dans sa maison. La cuisine était silencieuse, à l'exception de la respiration rauque de Grace. Madame French était introuvable, probablement retirée dans sa chambre avec sa maladie, laissant Grace seule avec l'écho du cri d'Alistice T. Elle devrait partir. Elle devrait faire sa valise, descendre l'allée et faire de l'autostop pour retourner en ville. Mais l'image de l'avis d'expulsion et du visage apitoyé de l'avocate lui revint en mémoire. Si elle partait maintenant, elle était sans abri. Elle était sans ressources. La sonnette de service sur le mur retentit. Un coup sec et furieux. C'était l'appel pour la bibliothèque. Grace se leva. Ses jambes semblaient être en coton, mais une étrange et froide résolution s'installa dans sa poitrine. Elle n'avait rien fait de mal. Elle n'allait pas laisser un autre homme qu'un détruire sa vie. Elle se dirigea vers la bibliothèque. Les doubles portes étaient ouvertes. Alistice T était assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier, le dos tourné à la porte, regardant la cheminée froide. La pièce était sombre, éclairée seulement par une unique lampe de bureau. « Madame French est malade, dit Grace, sa voix tremblante mais audible. Je suis la seule ici. » Alistice T fit pivoter le fauteuil. Il resta dans l'ombre, gardant son côté balafré à l'écart de la lumière. La distance physique entre eux semblait être un canyon. « Faites vos bagages, dit-il. » Sa voix était basse, dénuée de la rage hurlante de l'étage, remplacée par un calme glacial. « Je veux que vous quittiez la propriété dans 1 heure. Je ferai venir la voiture. » « Je ne peux pas partir, dit Grace. Alistice T laissa échapper un rire bref et dur. « Vous n'avez pas le choix. Je vous renvoie. Je ne sais pas à quel jeu Robert joue, en vous envoyant ici pour espionner ma compétence, mais je ne le tolérerai pas. Il ne m'a pas envoyé. » Grace fit un pas en avant. « Il m'a quitté. » Alistice T s'arrêta. Il tourna légèrement la tête, son œil valide se plissant. « Quoi ? » « Il m'a abandonné devant l'hôtel, dit Grace. » La honte lui brûla les joues, mais elle força les mots à sortir. « Il y a 2 mois. Il ne s'est pas présenté. Il a envoyé un texto. » « Ça lui ressemble, marmonna Alistice T, presque pour lui-même. Puis il se durcit de nouveau. « Une histoire larmoyante n'explique pas pourquoi vous êtes dans ma maison. »« Il a volé mon identité, dit Grace. » Elle plongea la main dans la poche de son tablier. Elle avait gardé la lettre pliée de l'avocat avec elle, un talisman de sa ruine. Elle la sortit et se dirigea vers le bureau, la posant brutalement sur la surface en acajou. « Lisez-la. » Alistice T regarda le papier, puis elle. Il hésita, sa main tressaillant légèrement avant de l'attendre. Grace remarqua que sa main droite, celle qu'il avait utilisée pour lancer le livre, était également cicatrisée, les doigts raides et légèrement recroquevillés, comme si les tendons avaient été raccourcis. Il prit le papier de la main gauche. Il lut en silence. Le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le coin semblait s'amplifier. 200 000 $, lut Alistice T à voix haute. Il leva les yeux. Prêts commerciaux frauduleux, blanchiment de financement de campagne. Il m'a ruiné, dit Grace, les larmes lui piquant les yeux. Je ne peux pas trouver de travail. Je ne peux pas louer d'appartement. Madame French m'a embauché parce que j'étais assez désespéré pour accepter un travail payé en espèces au milieu de nulle part sans poser de questions. Je ne savais pas que c'était la maison de sa famille. Je ne savais pas que vous étiez son frère jusqu'à ce que je voie votre visage. Alistice T laissa tomber le papier sur le bureau. Il se pencha en arrière, le cuir grinçant. Il l'étudia, cherchant le mensonge. Il regarda ses chaussures usées, ses poignets effilochés, l'épuisement brut dans sa posture. Il s'est servi de vous, dit doucement Alistice T. Tout comme il s'est servi de moi. Il m'a dit que vous étiez fou, dit Grace. Il a dit que vous étiez interné. Pratique, dit Alistice T. Il est plus facile de voler l'héritage d'un homme si le monde le croit incompétent. Il fit un vague geste vers son visage. Après l'accident, je me suis retiré. Robert a vu une opportunité. Il gère le trust familial. Il contrôle mon accès au fonds. Il prétend me protéger, mais il saigne le domaine à blanc.
J'ai essayé de le combattre, mais... Il regarda sa main droite estropiée. Je ne suis plus l'homme que j'étais. J'ai besoin de ce travail, dit Grace. S'il vous plaît. Je ne vous dérangerai pas. Je nettoierai dans le noir. Mais je ne peux pas retourner en ville sans rien. Alice resta silencieux pendant un long moment. Il regarda de nouveau la lettre juridique. Un sourire lent et sombre effleura le côté non cicatrisé de sa bouche. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire stratégique. Vous êtes une victime de sa fraude, dit Alice. Ce qui fait de vous un témoin. Grace cligna des yeux. Quoi? Mes avocats cherchaient un levier, dit Alice, sa voix s'aiguisant d'intelligence. Robert couvre bien ses traces. Mais s'il vous a fait ça, s'il y a une trace écrite. Il regarda Grace. L'hostilité avait disparu, remplacée par une intensité transactionnelle. Vous pouvez rester, dit Alice. Grace laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Merci. À une condition, coupa-t-il. Vous continuez à nettoyer, mais le soir, vous m'aidez. Je ne peux pas. Je ne peux plus gérer la paperasse seule. Ma main se crispe après quelques minutes d'écriture. Vous serez mon scribe. Nous allons monter un dossier contre mon frère, Mademoiselle Kenny, et nous allons l'enterrer. Grace regarda l'homme balafré et brisé dans le fauteuil. Elle vit la rage qui brûlait en lui, la même rage qu'elle ressentait chaque fois qu'elle regardait son compte en banque. Marché conclu, dit-elle. La dynamique dans la maison changea. Le silence n'était plus vide. Il était concentré. Le jour, Grace était toujours la femme de chambre. Elle frottait les sols et polissait les rampes, maintenant la distance professionnelle sur laquelle Madame French insistait. Mais à 19h, après que le dîner fut débarrassé, elle se rendait à la bibliothèque. Alice l'attendait généralement. Il avait cessé de se cacher dans l'ombre, bien qu'il tournât toujours son profil balafré loin d'elle quand il le pouvait. Ils travaillèrent sur les archives. Alice avait des boîtes de dossiers financiers, de relevés de fonds en fiducie et d'anciennes correspondances qui devaient être numérisées et organisées pour son équipe juridique. L'expérience de Grace en design graphique la rendait efficace pour organiser l'information. Elle créa des feuilles de calcul, mit en évidence les divergences et trouva des schémas qu'Alice avait manqués dans sa colère. Mais ce n'était pas seulement du travail juridique. Un soir, Grace trouva un portfolio caché derrière une pile de déclarations de revenus. Elle l'ouvrit pour découvrir des croquis architecturaux époustouflants, des structures modernistes qui se fondaient parfaitement dans la nature, du verre et de l'acier s'élevant des forêts et des falaises. Ceux-là sont vieux, dit Alice depuis son bureau. Il semblait sur la défensive. Ils sont magnifiques, dit Grace, tournant une page. Celui-ci, le porte-à-faux au-dessus de l'eau. C'est du génie. C'est impossible, lança Alice. Je n'ai jamais terminé les calculs de charges structurelles. Pourquoi pas? Alice leva sa main droite. Les doigts tremblaient violemment. Lésion nerveuse. Nerf ulnaire et médian sectionné. Je ne peux pas tenir un stylo assez fermement pour dessiner, et je ne peux pas utiliser le logiciel. C'est trop lent, trop maladroit par rapport à ma main. Alors, vous avez simplement arrêté, demanda Grace. Vous avez juste abandonné. Je n'ai pas abandonné, Alice frappa le bureau de sa main valide. J'ai été détruit par lui. L'air dans la pièce s'alourdit. Grace ne tressaillit pas cette fois. Elle se dirigea vers le bureau et s'assit en face de lui. Racontez-moi ce qui s'est passé, dit-elle. La vraie histoire, pas les rumeurs. Alice détourna le regard, la mâchoire crispée. Il y a 3 ans. Le soir du Nouvel An. Robert venait de remporter sa première élection locale. Nous fêtions ça. Il a insisté pour conduire sa nouvelle Porsche. Il était ivre. Je lui ai dit de ne pas le faire. Il prit une inspiration tremblante. Il a pris un virage trop vite sur la route de la falaise. Nous avons fait des tonneaux. La voiture a été écrasée du côté passager. Mon côté. Grace sentit un frisson. Vous étiez le passager. Le rapport de police dit que j'étais le conducteur, dit amèrement Alice. Quand je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard, Robert avait déjà fait sa déclaration. Il a dit que je conduisais. Il a dit que j'étais ivre.
Il avait les contusions sur sa poitrine dues au volant pour le prouver. Du moins, c'est ce qu'il a prétendu. Il m'a sorti du siège passager et m'a mis à la place du conducteur pendant que j'étais inconscient. Pourquoi, murmura Grace. Parce qu'une conduite en état d'ivresse aurait mis fin à sa carrière politique avant même qu'elle ne commence, dit Alice. Mais pour le frère artiste, ce n'était qu'une tragédie. Un scandale, certes, mais pas un crime qui importait à ses électeurs. Il m'a sacrifié pour sauver ses chiffres de sondage. Et les cicatrices? Du verre, dit Alice en touchant sa joue. Et du feu. Le bloc moteur s'est fissuré. J'étais coincé. Il est sorti. Il m'a regardé brûler pendant 2 minutes avant l'arrivée des ambulanciers. Grace se sentit mal. Elle tendit la main à travers le bureau, sa main planant au-dessus de la sienne, tremblante. Elle ne le toucha pas. Elle sentit qu'il reculerait, mais elle offrit la présence de sa main. Il a pris votre visage, dit doucement Grace. Et votre carrière. Et il a pris ma vie. Il pense que nous sommes faibles, dit Alice, regardant sa main. Il pense que je suis un monstre qui se cache dans le noir, et il pense que vous êtes une fille stupide qu'il peut jeter. Nous allons lui prouver qu'il a tort, dit Grace. Alice la regarda alors, en plein visage. Pour la première fois, Grace ne vit pas les cicatrices. Elle vit l'intensité de l'homme en dessous. Ouvrez l'ordinateur portable, ordonna Alice, sa voix gagnant une nouvelle force. Si je ne peux pas dessiner, je peux dicter. Vous connaissez les logiciels de chaos, n'est-ce pas? Oui, dit Grace en souriant légèrement. Alors soyez mes mains, dit Alice. Finissons ce porte-à-faux. Novembre apporta un froid mordant à la vallée de l'Hudson. Le vent hurlait autour des coins de pierre du manoir, mais à l'intérieur, l'atmosphère était plus chaude. Grace et Alice avaient développé un rythme. Ils n'étaient pas exactement amis. La ligne employeur-employé était toujours là, mais ils étaient alliés. Puis le monde fit intrusion. C'était un mardi matin. Madame French avait pris le véhicule du domaine pour aller en ville faire des courses, laissant Grace seule dans la maison. Alice était à l'étage dans l'atelier, tentant de dessiner avec un fusain scotché à sa main, une idée que Grace avait suggérée. L'interphone sonna, un son strident et discordant qui résonna dans le hall vide. Grace fronça les sourcils. Il n'attendait pas de livraison. Elle se dirigea vers le foyer et appuya sur le bouton. Oui. Livraison pour Monsieur Quin, dit une voix. Grace vérifia le moniteur de sécurité. Une berline noire était garée à la porte. Ce n'était pas un camion de livraison. Avant qu'elle ne puisse avertir Alice, la porte s'ouvrit avec un clic. Quelqu'un avait le code de dérogation. La panique monta dans sa poitrine. Elle regarda la voiture accélérer dans la longue allée. Elle se tourna pour courir en haut des escaliers afin d'avertir Alice de se cacher, mais la voiture dérapait déjà pour s'arrêter devant l'entrée principale. Des pas lourds crissèrent sur le gravier. La poignée de la porte d'entrée tourna. Elle était verrouillée. Puis une clé glissa dans la serrure. Grace recula alors que la lourde porte en chêne s'ouvrait. Robert Bobby Quin entra dans le foyer. Il était exactement comme la dernière fois qu'elle l'avait vu, beau, soigné, portant un manteau en poil de chameau qui coûtait plus cher que les frais de scolarité de Grace. Il souriait, secouant l'appui d'un parapluie. « Bonjour. Il y a quelqu'un? Madame French? Vous devriez vraiment changer le... » Il s'arrêta. Il vit Grace debout au pied de l'escalier, serrant un chiffon à poussière comme une arme. Elle portait un simple uniforme gris, les cheveux attachés, sans maquillage. Bobby cligna des yeux. Il enleva ses lunettes de soleil. « Grace ?» Le son de son nom dans sa bouche lui retourna l'estomac. « Qu'est-ce que tu fais ici, Bobby ?» Son choc se transforma instantanément en un charme mielleux et déroutant. « Grace, mon Dieu. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes, mais ici? Tu travailles comme femme de chambre pour Alice? Je travaille, dit froidement Grace. Quelque chose que je dois faire parce que tu m'as tout volé. Bobby soupira, entrant plus loin et fermant la porte. Grace, écoute, le mariage? J'ai paniqué. Et les finances, c'est compliqué. J'essayais de te protéger de la volatilité du marché. Je voulais t'appeler. Tu voulais m'appeler, Grace rit, un son dur.
Mon avocat t'appelle depuis 2 mois. Bobby fit un geste dédaigneux de la main. Les avocats compliquent les choses. On peut régler ça, mais pour l'instant, je dois voir mon frère. Est-il à l'étage? Il se dirigea vers les escaliers. Grace se décala, lui barrant le passage. Elle était plus petite que lui de 15 centimètres, mais elle se tenait sur la première marche, le regardant de haut. Il ne veut pas te voir. C'est mon frère, dit Bobby, son sourire se crispant. Et je suis son tuteur légal. J'ai le droit d'inspecter la propriété. Tu n'es pas encore son tuteur, dit Grace, récitant les faits juridiques qu'elle avait appris à la bibliothèque. L'audience de compétence n'a lieu que le mois prochain. D'ici là, c'est sa résidence privée, et tu violes une propriété privée. Les yeux de Bobby se plissèrent. Le charme s'évapora, révélant le requin en dessous. Tu as parlé avec lui. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Que je suis le méchant? Grace, regarde cet endroit. Regarde-le. Il est fou. Il est dangereux. Ce n'est pas lui qui a commis une fraude, dit Grace. Bobby s'approcha, envahissant son espace personnel. Il sentait le parfum cher et la pluie. Tu crois que tu es en sécurité ici? Tu crois qu'il se soucie de toi? Tu es une servante, Grace. Juste une autre chose qu'il peut casser. Maintenant, écarte-toi de mon chemin. Il tendit la main pour la pousser. Ne la touchez pas. La voix venait du haut de l'escalier. Elle était rauque, mais elle portait le poids de la pierre. Alististé se tenait sur le palier. Il ne cachait pas son visage. Il se tenait en pleine lumière du lustre, ses cicatrices vives et brutales. Il tenait une lourde canne, s'appuyant dessus, mais sa posture était royale. Bobby se figea. Il leva les yeux vers son frère, et pendant une seconde, il eut l'air d'avoir peur. « Bonjour, Robert, dit Alististé. Sors de ma maison. » Bobby ne partit pas immédiatement. Il se retira dans la bibliothèque, se frayant un chemin devant Grace, affirmant qu'il devait récupérer des documents familiaux avant de partir. Alististé, physiquement incapable de le jeter dehors sans une bagarre qu'il ne pouvait pas gagner, s'était retiré dans son bureau pour appeler la sécurité, mais la tempête avait coupé la ligne fixe, et le service cellulaire dans la vallée était inexistant. Grace se retrouva coincée dans la cuisine. Elle essayait de faire bouillir de l'eau, une tâche banale pour calmer ses mains tremblantes, quand Bobby entra. Il ferma la porte derrière lui. Le bruit du loquet qui se fermait fut assourdissant. « Tu as l'air fatigué, Grace, dit Bobby, s'appuyant contre le comptoir. Il prit une pomme et la lança en l'air. « Frotter les sols ne te va pas. Tu es une artiste. »« Je suis ce que je dois être pour te survivre, » dit Grace, sans se retourner. « Je peux arranger ça, » dit doucement Bobby. Grace se retourna. « Quoi? » ? La dette. Les procès. La cote de crédit. Bobby fit un pas de plus. « Je peux tout faire disparaître. Je peux faire un chèque aujourd'hui pour le montant total, plus les dommages. Tu pourrais être de retour dans un Pantouz à Manhattan d'ici le week-end. » Grace le dévisagea. C'était tout ce qu'elle voulait. La liberté. « Pourquoi ferais-tu ça? »« Parce que j'ai besoin d'un service, » dit Bobby. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite fiole de liquide clair et un document plié. Alististé est difficile. Il refuse de signer les papiers autorisant la vente de la propriété en bord de mer. L'entretien épuise le trust. Je dois la liquider pour sauver le domaine. Alors demande-lui de signer, dit Grace. Il ne le fera pas. Juste pour m'embêter. Bobby posa la fiole sur le comptoir. C'est juste un sédatif léger. Du Valium, principalement. Mets-le dans son thé. Quand il est groggy, il est docile. Obtiens juste sa signature en bas de la page. C'est tout. Grace regarda la fiole. Tu veux que je le drogue? Je veux que tu l'aides, corrigea Bobby. Il est stressé. Il a besoin de se reposer. Et la vente est pour son propre bien. Il sortit un chéquier de sa poche. Il décapuchonna un stylo en or et écrivit rapidement. Il déchira le chèque et le brandit. 250 000 $. Pense-y, Grace, murmura Bobby. Tu brûles ce pont, tu es libre. Ou alors,
Tu restes ici à nettoyer les toilettes pour un monstre qui finira par se retourner contre toi. Et si tu refuses, je dirai à la police que tu étais complice de la fraude depuis le début. Je dirai que tu étais le cerveau. Qui vont-ils croire? Le député élu ou la fille désespérée avec un casier judiciaire? Grace regarda le chèque. C'était la liberté. C'était sa vie retrouvée. Elle regarda la fiole. C'était la trahison. Elle tendit la main et prit le chèque. Elle le regarda, son pouce effleurant l'encre. Puis elle prit la fiole. Laisse les papiers sur la table, dit Grace, d'une voix plate. Reviens demain matin. Bobby sourit. C'était le sourire d'un gagnant. Je savais que tu étais intelligente, Grace. Je serai là à 9 heures. Ne me déçois pas. Il sortit en sifflotant. Grace resta dans la cuisine silencieuse. Elle regarda le chèque. Elle regarda la fiole. Elle se dirigea vers l'évier, déboucha la fiole et versa le liquide dans le drain. Elle le regarda s'écouler. Puis elle gratta une allumette sur la cuisinière. Elle tint le chèque au-dessus de la flamme jusqu'à ce qu'il prenne feu. Elle le laissa tomber dans l'évier et le regarda se transformer en cendres. Elle n'était plus la victime de Bobby, et elle n'était pas sa complice. Elle ramassa le document qu'il avait laissé, le transfert de procuration, pas une vente de propriété, et se dirigea vers l'escalier de service. La tempête se calma pendant la nuit, laissant le ciel d'un bleu brillant et dur. À 8h55, la voiture de Bobby franchit à nouveau les portes. Grace attendait dans le foyer. Elle portait son uniforme, le dos droit, les mains jointes devant elle. Bobby rayonnait, l'air plein d'énergie. « Bonjour, Grace. »« C'est fait ?»« Il est dans le bureau, » dit Grace. « Il t'attend. »« Excellent. » Bobby lui tapota l'épaule en passant. « Tu as fait le bon choix. » Il se dirigea vers les portes du bureau et les ouvrit à la volée. Alice Tistet. « Debout, mon frère. » Le bureau était lumineux, le soleil entrant à flot par les hautes fenêtres. Alice Tistet était assis derrière son immense bureau en chêne. Il n'était pas affalé. Il n'était pas groggy. Il était assis bien droit, portant un costume impeccable qui seyait parfaitement à ses larges épaules. Ses cheveux étaient peignés en arrière. Il avait l'air imposant, puissant et parfaitement lucide. Sur le bureau devant lui se trouvait un petit appareil noir, un enregistreur vocal numérique. Bobby s'arrêta net. « Qu'est-ce que c'est ?» Grace entra dans la pièce et se tint à côté du fauteuil d'Alice Tistet. Elle ne regarda pas Bobby. Elle regarda l'enregistreur. « Tu devrais vraiment chercher les micros, Robert, » dit Alice Tistet, sa voix lisse et froide. Surtout dans une maison appartenant à un reclus paranoïaque. Alice Tistet appuya sur lecture. La voix de Bobby emplit la pièce, métallique mais reconnaissable. « Mets-le dans son thé. Quand il est groggy, il est docile. Je dirai à la police que tu étais complice de la fraude. » Le visage de Bobby devint pâle. « C'est illégal. Tu ne peux pas m'enregistrer sans mon consentement. » En fait, dit Alice Tistet en brandissant un morceau de papier, l'État de New York est un État où le consentement d'une seule partie est requis. Et comme c'est ma maison, et que tu menaçais mon employé et conspirais pour commettre des abus sur personnes âgées et des violences médicales, je pense que le procureur le trouvera recevable. Tu n'oserais pas, ricana Bobby. Pense au scandale, au nom de la famille. Le nom de la famille est déjà ruiné, dit Alice Tistet. Tu l'as ruiné quand tu as abandonné Grace devant l'hôtel et que tu as volé sa vie. Je ne fais que nettoyer les dégâts. J'ai la police en ligne, dit Madame French, sortant de l'ombre du coin, tenant un téléphone portable. Ils sont à la porte, monsieur Alice Tistet. Bobby regarda entre eux, Alice Tistet, le frère qu'il avait brisé, Grace, la fiancée qu'il avait rejetée, Madame French, le témoin. Il réalisa, enfin, qu'il était en infériorité numérique. Tu es pathétique, cracha Bobby à Grace. Tu crois qu'il t'aime? C'est un monstre. C'est un homme meilleur que tu ne le seras jamais, dit calmement Grace. Sors, Robert, dit Alice Tistet. Avant que je ne te fasse traîner dehors. Bobby se retourna et sortit en trombe. Quelques instants plus tard, des gyrophares bleus clignotèrent à travers les fenêtres de devant. Alice Tistet laissa échapper une longue et frissonnante respiration. Il s'affaissa légèrement dans son fauteuil,
l'adrénaline retombant, le laissant tremblant. Grace tendit la main et la posa sur la sienne, qui tremblait sur le bureau. Cette fois, il ne la retira pas. Il retourna sa main et serra la sienne, s'y accrochant comme s'il se noyait. « C'est fini » murmura-t-elle. « C'est fini » répéta-t-il. 2 semaines plus tard, la maison était de nouveau calme, mais les lourds rideaux de la bibliothèque étaient ouverts, laissant le soleil d'hiver inonder la pièce. Grace était dans sa chambre, faisant sa valise. Le procès contre elle avait été abandonné. L'arrestation de Bobby pour fraude et complot avait invalidé les dettes qu'il avait mises à son nom. Alice Tistet avait payé les frais juridiques restants en guise de prime. Elle était libre. Elle pouvait retourner en ville. Elle pouvait tout recommencer. Elle ferma la valise. Elle semblait lourde. Elle descendit pour dire au revoir. Elle trouva Alice Tistet dans la véranda, une pièce de verre et de plantes qu'ils avaient commencé à nettoyer ensemble. Ils se tenaient devant une table à dessin, une nouvelle, fixant une feuille de papier vierge. « Tu pars » demanda-t-il sans se retourner. « J'ai fait mes bagages » dit Grace. « J'ai viré l'indemnité de départ sur ton compte » dit Alice Tistet. « Ça devrait être suffisant pour te trouver un appartement à Brooklyn, pour te lancer. »« Merci » dit Grace. Elle resta là, à regarder son dos. Elle regarda la façon dont la tension dans ses épaules se relâchait quand il entendait sa voix. Elle regarda le crayon fusain posé, inutilisé, sur la table. « Alice Tistet » dit-elle. Il se retourna. Les cicatrices étaient toujours là, dures et rouges sous la lumière du soleil, mais ses yeux étaient clairs. « Tu ne peux pas tracer la ligne seule » dit Grace. « Je sais » dit-il doucement. « J'engagerai un dessinateur, quelqu'un de la ville. »« Quelqu'un qui connaît ton style » demanda Grace. « Quelqu'un qui sait comment tu penses ? Quelqu'un qui sait que tu aimes que le porte-à-faux ait l'air impossible ?» Alice Tistet la regarda. Une lueur d'espoir, terrifiée et fragile, s'alluma dans ses yeux. « Je ne connais personne comme ça. » Grace se dirigea vers la table. Elle prit le crayon. Elle le lui tendit. « Je ne pars pas » dit-elle. « Pas s'il y a du travail à faire. » Alice Tistet prit le crayon. Sa main trembla. Grace tendit la main et couvrit la sienne avec la sienne, ses doigts s'entrelaçant avec les siens, créant une prise stable et unifiée. « Ensemble » demanda Alice Tistet, la voix épaisse d'émotion. « Ensemble » dit Grace. Elle guida sa main vers le papier. Ensemble, ils tracèrent la première ligne droite d'une nouvelle fondation. Ce n'était pas un conte de fées. Les cicatrices restaient. Le traumatisme de l'année écoulée mettrait longtemps à guérir. Mais alors qu'ils se tenaient là, sous la lumière du soleil, travaillant sur le même projet, Grace savait qu'elle ne construisait pas seulement une maison. Elle construisait un foyer.